Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la peau d'un entrepreneur. Nous sommes aujourd'hui avec Odile qui a lancé son concept Ma box à cheveux. Bonjour Odile. Bonjour Christelle. On est là pour lui poser absolument toutes les questions possibles et imaginables sur son activité, comprendre comment elle a eu cette idée, comment elle a osé la mettre en œuvre, à quoi ressemble sa vie d'entrepreneur au quotidien, comment elle fait pour se positionner auprès de ses partenaires, auprès de ses clients. Enfin voilà, toutes les questions que vous vous posez, que vous soyez lancé tout juste, ou que vous pensiez à vous développer, ou que vous hésitiez encore à vous lancer, et bien on va les poser aujourd'hui à Odile à travers son expérience. Voilà. Donc Odile, tu as 29 ans, c'est Voilà, ça? j'ai 29 ans depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Et tu as lancé ton activité il y a combien de temps à peu près? Alors j'ai créé la société, la structure juridique il y a un an, c'était en août 2017 et j'ai vraiment démarré mon activité en décembre 2017, donc il y a un peu moins d'un an. D'accord. Et tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ton activité? Oui, Cette box à cheveux. Alors, en même alors temps, le nom est oui, ça assez parle, clair. voilà. Oui, oui. Donc ma box à cheveux, c'est une box beauté qui est dédiée à la cosmétique naturelle. Et il y a le mot cheveux dans ma box à cheveux. Donc c'est une cosmétique naturelle qui est dédiée aux produits pour les cheveux, pour aider les femmes à prendre soin de leurs cheveux. D'accord. Et il y a une particularité de ces produits particuliers Alors la particularité, déjà, c'est que les produits sont tous naturels, biologiques ou véganes et made in France. D'accord. Et c'était important pour toi cette dimension un peu développement durable, parce que c'est souvent une notion qui apparaît dans les grandes entreprises, pas dans les toutes petites Oui. structures. C'était important pour toi qu'il y ait cette dimension développement durable, responsable? Oui, c'était vraiment important pour moi. Alors déjà, d'un point de vue personnel, Mhm. moi, je suis très sensible à ça. J'ai grandi à la campagne, donc j'ai toujours été habituée à consommer local. Ouais, Chez mes parents, il y a des animaux, mon père élève des poules, donc voilà, d'accord. on mange les œufs du jardin, donc les fruits et les légumes aussi. Donc j'ai toujours été habituée à ça. Et pour moi, c'était assez normal. Pareil pour les cosmétiques aussi, vu mon type de cheveux, j'ai toujours utilisé, alors pas que des cosmétiques naturels, puisqu'il y a quelques années, c'était assez difficile d'en trouver, sachant que je suis métisse, donc d'une mère Oui, blanche et d'un père noir. Ma mère avait un peu du mal à prendre soin de mes cheveux, et donc comme toutes les femmes, comme toutes les mamans, elle allait acheter les produits en grande surface, et ces d'accord. produits-là, ils correspondaient pas forcément à mes cheveux. Donc on faisait des petits mélanges, on rajoutait des huiles végétales, on faisait des bains d'huile. Donc déjà, depuis que je suis toute petite, j'avais l'habitude d'utiliser des produits naturels. D'accord. Et d'avoir des espèces de rituels comme ça, Voilà. beauté. Donc c'est devenu vraiment un mode de consommation Mhm. pour moi et une passion aussi que j'ai développée. La cosmétique naturelle, c'est devenu une passion et j'ai voulu créer mon entreprise dans ce domaine-là. Donc c'était une passion avant que tu crées ton entreprise, Voilà, c'était une passion. Ouais. la cosmétique naturelle. On va dire bonjour aux gens qui nous rejoignent déjà. On a Bonjour tout le Boubacar, monde. Boubacar qui nous suit depuis le Maroc. Bonjour Boubacar, c'est super. Bonjour les œufs. Bonjour Laura, bonjour Joël, bonjour les œufs c'est bon pour les cheveux. Donc Joël a déjà Oui. des recettes à partager. Joël qui a peut-être grandi à la campagne aussi, ou qui vit peut-être à la campagne et qui a en tout cas des produits naturels à nous proposer. Je sens que l'échange va être riche. Donc voilà, donc c'était une passion pour toi. Et alors du coup, comment est né ce projet? Ça a été ton métier? Tu as travaillé dans les cosmétiques? Tu t'es fait une expérience là-dedans? Alors, je ne suis pas du tout issue du domaine de la cosmétique. Avant de créer mon entreprise, je travaillais dans les analyses. J'étais prévisionniste des ventes, donc un poste très analytique où toute la journée, j'analysais des chiffres, je faisais des reportings. C'était très intéressant et d'ailleurs, mon expérience professionnelle et les études que j'ai faites m'ont permis de créer mon entreprise, de faire mon business plan, d'apprendre la négociation. Donc, c'était très utile pour la partie création d'entreprise, mais pas du tout pour la partie cosmétique naturelle. Tu faisais des analyses commerciales pour les gens qui ne connaissent pas ces métiers ou avec un profil littéraire comme moi, qui ne sont pas très à l'aise avec les chiffres. Ouais. C'était des analyses En fait, marketing, c'est ça? alors, Pour, pas marketing, mais plutôt commercial. Donc, on analysait toutes les ventes. On analysait aussi le niveau de stock qu'il pouvait y avoir dans les entrepôts ou dans les magasins. Et en fonction de toutes ces données-là, c'est un peu Madame Irma où on se dit, bon, bah, voilà, avec toutes ces données, avec tout ce mix, dans 6 mois, dans un an, quelle quantité de produits est-ce qu'on peut vendre? D'accord. Voilà, donc on analysait tous ces chiffres-là et toutes ces données aussi.
Et ensuite, on prévoyait le niveau de vente qu'on allait faire pour pouvoir, en amont, avoir le bon niveau de production en usine. Et ça, c'était dans le domaine cosmétique? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était dans l'agroalimentaire. Je bossais D'accord. dans le café. Donc du coup, ton projet de création d'entreprise, c'est une reconversion. Voilà, c'est une totale reconversion. Donc à la base, quand j'ai arrêté de travailler, j'avais envie de m'évader un petit peu. J'adore les voyages, j'adore voyager et j'avais envie de faire le tour du monde pendant 1 an et de partir à la rencontre des femmes dans plein de petits villages pour savoir comment elles prenaient soin d'elles avec ce qu'elles trouvaient dans leur environnement, comment est-ce qu'elles fabriquaient les huiles végétales, les beurres, comment elles se sublimaient, comment elles pouvaient se maquiller avec ce qu'elles trouvaient autour d'elles. Ça, c'était mon objectif. Et je me suis dit, bon, à la fin de cette année-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être devoir retourner dans le monde du travail. Et quand je me suis posé cette question-là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut peut-être que je fasse autre chose et que je crée mon entreprise. Et donc, quand j'ai eu l'envie de créer, après, j'ai cherché une idée. Et l'idée, elle s'est tournée assez vite vers ce qui me passionnait, à savoir les cosmétiques naturels et les cheveux. Donc c'est toujours ça qui revenait voilà. déjà comme passion à côté Ouais, de ton travail. c'est Et ça. quand tu as cherché la suite après ton CDD, et tu l'as fait ce voyage finalement? Non, finalement, je ne l'ai pas fait. En fait, je me suis consacrée à la création de mon entreprise. Tu t'es consacrée Voilà. directement. Donc tu as eu un petit temps pour... J'ai eu un t'as petit mis temps. combien de temps pour préparer la Alors, j'ai création arrêté de de ton travailler entreprise? en septembre. Ensuite, j'ai vraiment eu l'idée, l'envie de créer et l'idée de créer ma box à cheveux en décembre, donc 4 mois après. Et c'est en janvier que j'ai commencé à me mettre dans l'optique de faire les démarches pour créer mon entreprise, me renseigner, savoir comment on fait pour créer une entreprise en France. Parce que quand on n'a personne dans son entourage qui a créé, on a l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile, qui a beaucoup de choses à faire, une étude de marché qui, pour moi, ressemblait à un mémoire que j'avais fait pendant mes études. Et je me suis dit, mais un mémoire, ça se fait pas en 1 mois. Donc, et puis il faut un directeur de mémoire. Voilà, est-ce qu'il faut vraiment passer autant de temps à étudier le marché pour créer son entreprise? Et donc ça, c'était en janvier. Et il faut passer autant de temps ou pas? Alors, non. Pour moi, non, faut pas passer autant de temps. Et c'est bien d'étudier, mais on ne fait pas un mémoire pour créer son entreprise. Pour savoir si ça va fonctionner, il faut y aller, il faut tester et voir ce que ça va donner. Et il y a qu'en étant à la rencontre de ses clients qu'on se rend compte réellement de leurs besoins, de ce qu'ils recherchent. Parce qu'avant, tout ce qu'on fait, c'est des spéculations. En fait, on se dit, peut-être qu'ils vont aimer ci, peut-être qu'ils vont aimer ça. Ouais. Finalement, la cible, c'est peut-être d'autres personnes. Enfin, on peut se tromper, on peut pivoter aussi. C'est ce que j'ai fait 6 mois après avoir créé mon entreprise aussi. Et donc 6 mois après avoir créé ton entreprise, tu as changé de cap? Alors, en fait, au début, j'ai commencé par la vente par abonnement. Ouais. Et finalement, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément ce que les filles voulaient, s'intéresser, mais il y avait beaucoup de filles qui commandaient la box après avoir découvert le contenu, par exemple. Sur les réseaux sociaux, je partageais le contenu des box et une fois que le contenu était partagé, j'avais beaucoup plus de commandes qu'avant. Et je me suis dit, les filles, elles ont besoin en fait de savoir ce qu'il y a dedans. Et j'ai décidé donc d'arrêter la vente par abonnement et de proposer des box à la vente à l'unité. Et donc ça, c'était un gros pivot, puisqu'à la base, c'était la vente par abonnement. Et finalement, j'ai arrêté la vente par abonnement. Après, je continue toujours mon site. Mais là, il s'est plus transformé en e-shop, donc avec une bonne base de produits à l'unité et des box aussi pour les filles qui sont intéressées à acheter une routine complète que je leur recommande. Ok, d'accord. Et donc, du coup, tu as déjà eu des remises en question. Mais avant de créer ta boîte, comment tu t'es sentie capable de la créer? Tu es allé voir des clients potentiels et tu as posé des questions, ou tu es allé voir un réseau d'accompagnement pour te faire accompagner? Ça a été quoi les étapes? Alors, quand tu as l'idée, c'est quoi la première étape? Alors, la première étape, ça a été de me rendre compte que je ne pouvais pas créer mon entreprise toute seule et que j'avais besoin d'être accompagnée. Donc, j'ai une amie qui m'avait parlé de l'ADI. Ouais. C'était en janvier 2017. Et à ce moment-là, il y avait... alors, je ne sais plus ce que vous faisiez exactement comme campagne, mais je crois que c'était un Tour de France ou un Tour d'Île-de-France. Vous avez plusieurs forums en fait, de l'ADI un petit peu partout. Oui, on en fait en gros au mois de juin, au mois d'octobre et au mois de février. D'accord. Effectivement. Oui. Voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, je suis rentrée en contact avec l'ADI. J'ai entendu parler du parcours Créa Jeune et j'ai démarré le parcours Créa Jeune en février.
Et là, ce qui était intéressant, c'était qu'en 6 semaines, on ressort avec une idée viable, avec un plan commercial, avec un business plan. Et ça permet de prendre un peu prendre confiance en soi, de commencer à découvrir le monde de l'entreprise, ce qu'il faut faire, etc. Et pour moi, ça a vraiment été indispensable de passer par l'ADI pour créer mon entreprise assez rapidement. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe, ce parcours Créa Jeune, qui aujourd'hui a changé un petit peu de formule et changé de nom? Ça s'appelle Je deviens entrepreneur. Ah, voilà. Mais du coup, ça s'est passé comment pour toi? C'était un mix de cours collectifs et d'accompagnement individuel. Tu peux expliquer comment ça s'est passé et puis qu'est-ce que tu as retiré de... Alors, donc il y a 1 an et demi, le parcours Créa Jeune, donc, qui durait 6 semaines. Oui. Il y avait à peu près 3 semaines dédiées à la partie commerciale, donc définir son offre, trouver sa cible, qu'est-ce qu'on veut offrir, quelle est notre valeur ajoutée. Et les 2-3 dernières semaines, c'était plus sur la partie financière. Donc, une fois qu'on a défini son offre, qu'on connaît le prix de vente, qu'on a fait des recherches sur le prix d'achat, etc., là, on peut passer à la partie business plan. Et donc cet accompagnement-là, il a duré 6 semaines. Donc il y avait à la fois des cours collectifs et des accompagnements individuels et du temps aussi pour travailler à la maison, pour aller faire son enquête terrain, son étude de marché sur le terrain. Et à la fin, on présentait notre projet en 20 minutes devant un jury. D'accord. Voilà comment ça se passait il y a 1 an et demi. Et les gens qui se forment avec toi en cours collectif, c'était des gens qui avaient des projets qui pouvaient correspondre au tien? Ça t'a apporté quelque chose aussi, alors, cette forme collective? Il n'y avait aucun projet qui correspondait au mien, dans ma promotion en tout cas. Dans ta promo? Après, je sais que dans des promotions antérieures ou celles d'après, il pouvait y avoir des gens qui étaient dans la cosmétique aussi. Mais moi, dans ma promotion à Saint-Denis, il y avait personne qui était sur le même domaine. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait tous des avis différents, des points de vue différents. Et ça nous permettait de récupérer un petit peu les bons conseils, les bonnes idées et de connaître de penser à des choses auxquelles nous-mêmes, on ne pense pas quand on crée son entreprise. D'accord. Et donc, quand tu es sortie de Créa Jeune, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as créé tout de suite ou est-ce qu'il y a eu d'autres étapes, d'autres questions qui se sont posées? Alors là, ça a été un petit peu le retour dans la jungle. Je me suis sentie un peu comme quand j'ai eu mon diplôme, quand j'ai été diplômée et qu'il fallait chercher un travail. Ouais. D'un coup, on passe d'un environnement où on est très encadré et à un environnement où on est seul finalement. Oui. Donc, on va dire que les 2-3 premières semaines, je ne savais pas trop où aller, comment faire. Et je me suis dit, bon, il faut y aller pas à pas, il faut se fixer des objectifs. Là, j'ai le business plan, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver une banque, je dois trouver un comptable, je dois rédiger mes statuts. Et donc, je l'ai fait un petit peu pas à pas. J'ai pris le temps de faire le tour des banques pour connaître un petit peu les meilleures offres, celles qui allaient vouloir m'accompagner. Et donc ça m'a pris à peu près 2-3 mois. Et en même temps, je continuais à contacter des fournisseurs, parler un petit peu de ce que je faisais sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'assez vite, j'ai créé ma page Facebook, j'ai créé mon compte Instagram où je partageais un petit peu ce que je faisais. Donc avant même d'avoir créé l'activité, tu as commencé à communiquer sur ton projet. Ouais, quelques mois avant d'avoir créé la structure de ma box à cheveux, donc en août 2017, j'avais déjà commencé à communiquer sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'était important de communiquer avant d'exister? Pour vraiment... pour parler de ce que je faisais, déjà mes proches, mes amis, ils avaient envie de savoir où j'en étais, par quelles étapes je passais. Donc c'était important pour moi de partager un petit peu à tout le monde ce que je faisais. Et puis aussi pour commencer à me faire connaître. Donc au début, j'avais pas beaucoup d'abonnés, mais voilà, ça me motivait et puis ça me permettait de ne pas abandonner et de me dire voilà, là je suis vraiment lancée, je fais des choses et j'évolue, j'apprends et je le partage. Donc commencer à se construire pas hésiter en fait à se construire une communauté avant que l'activité soit immatriculée et lancée. Même si on pense qu'on n'a rien à partager, qu'on n'a pas de quoi faire de jolies photos, on trouve toujours des choses à dire, même en montrant un ordinateur, en montrant une tasse de café. Voilà, il y a toujours des choses, des choses à dire. On fait des choses, même avant d'être créé, on fait des choses, on construit. Et c'est bien de partager ça pour avoir une communauté, un noyau déjà qui peut être assez intéressant. Et c'est des gens qui vont suivre finalement
l'activité de l'idée jusqu'au lancement et jusqu'au développement aussi. Ça veut dire que le public, enfin les clients, s'intéressent au processus Oui. de naissance. Non, mais c'est intéressant Ouais. parce que on pense toujours produit Oui. ou service quand on communique spontanément, hein, quand on communique sur une entreprise. Mais ça veut dire que toi, en tant qu'entrepreneur, ou ton processus de création, c'est un objet, en tout cas, c'est un sujet de communication Ouais, qui fonctionne. c'est vraiment important. Et ce que j'ai appris aussi au fur et à mesure, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour vendre en fait. C'est intéressant ça Voilà, ce qui comme est fait observation. pour vendre, ça va être son site internet, ça va être sa boutique. Ça, c'est des endroits où les gens peuvent acheter. Les réseaux sociaux, c'est pour communiquer, pour montrer qui on est. Et j'ai remarqué que, par exemple, j'avais beaucoup plus de likes ou de commentaires sur mes photos quand je me montrais moi, plutôt que quand je montrais un produit, par exemple, comme celui-ci. Les gens, ils voient ça, bon, ils s'en fichent un petit peu. Ils ont envie de connaître derrière un petit peu toute l'histoire. Il faut tout le temps raconter des histoires sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et puis, il y a aussi la mise en avant de qui tu es. C'est le personal branding, en fait. C'est ça, ouais. Tout à fait. Donc, tu l'as remarqué en le créant. Et je vous renvoie vers un précédent live qu'on avait fait avec Lingencia, qui était à ta place il y a quelques mois, et qui nous avait expliqué comment fonctionne ce personal branding, comment on le construit, et comment il faut l'alimenter, et pourquoi c'est important. Et c'est vrai que ça fait partie un peu des nouveaux codes de communication qu'il faut intégrer quand on doit se présenter sur les réseaux sociaux, et qui n'était pas forcément une manière de communiquer pour les entrepreneurs il y a quelques années. Surtout quand on est une start-up, quand on démarre avec rien, et ben, il faut se mettre en avant, il faut toucher les gens, il faut montrer qui on est, parce que finalement on est des gens comme eux, on a juste décidé de créer, mais on est pareil, et cette proximité-là, ça renforce les liens, ça renforce les interactions, les gens partagent, commentent, like et soutiennent beaucoup plus que si on ne se montre pas et qu'on fait que montrer des produits et finalement on parle que de ça. Donc finalement, il y a une relation client qui va au-delà de la fourniture du produit. Oui. Et qui commence avant. D'accord. Et donc, ce que tu expliques, c'est que tu as besoin de te présenter, alors que pour le moment, tu n'as rien à présenter. Oui. J'imagine que déjà, ça, tu expliques que finalement, ça se fait de façon assez naturelle sur les réseaux sociaux. Mais quand tu allais voir tes fournisseurs, les marques que tu vends dans ta box, comment tu as fait? Est-ce que tu as appris à te présenter? Comment tu fais pour être prise au sérieux quand tu es un tout petit entrepreneur, que pour le moment tu n'as pas vendu de box, comment on relève ce défi-là? Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment intimidant pour plein de personnes qui pensent à se lancer, ou bien qui se sont lancées et qui sont comme ça avant d'aller au premier rendez-vous client. Bonjour Nel, c'est peut-être ton cas. Comment tu as fait pour te positionner? Alors, pour moi, c'était vraiment naturel de le faire. Quand j'ai créé mon entreprise, j'étais vraiment confiante, j'étais motivée. Pour moi, j'allais atteindre mes objectifs. Et quand je contactais les fournisseurs, j'avais des réponses. Après, dans mon parcours professionnel et scolaire, c'est des choses que j'avais l'habitude de faire. Je travaillais dans les achats, donc j'étais habituée à être en contact avec des fournisseurs. Voilà, je connais leur langage, je connais la négociation, je sais me présenter, je sais donner confiance aussi. Donc pour moi, c'était assez naturel. Et quand j'envoyais des emails pour présenter ce que je voulais faire, je sais pas, les gens me prenaient au sérieux directement, et j'ai parlé avec pas mal de fournisseurs qui me disaient, mais vous savez, nous on est tout le temps contactés, il y a toujours des gens qui ont des projets, qui veulent faire des choses, qui nous contactent. Nous, ça nous prend du temps en fait de répondre à ces gens-là, surtout si derrière ça donne rien. Ah oui, il y a autre chose aussi important, au-delà de la confiance en soi, mentir parfois ça aide aussi. Mentir. Voilà. Bon, ça reste entre nous. Parce que quand je viens de m'en souvenir, quand je contactais les fournisseurs aussi, je leur disais que j'étais en train de m'immatriculer. Donc déjà, ils me prenaient au sérieux aussi. Oui. Je disais que voilà, j'étais en train de m'immatriculer, j'allais avoir mon cabis dans 1 ou 2 semaines. C'était pas tout à fait faux. C'était pas tout à fait faux, ça allait juste venir 2, 3, 4 mois après. Mais voilà, j'ai anticipé, et du coup, grâce à ça, ils m'ont aussi prise au sérieux, parce qu'ils se sont dit, oui, elle est en train de s'immatriculer, donc c'est juste une question de timing, on peut déjà
travailler avec elle, la découvrir, parler de nos produits, Oui, voilà. etc. L'idée, c'est de rassurer en montrant que vous n'êtes pas dans le flou et que vous n'êtes pas en train de réfléchir Voilà. à un vague Juste rêve, à une idée. mais que vous êtes bien en mode projet. Ouais. Hein, c'est ça, C'est hein, ça, l'idée. oui. Et donc mentir, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est enjoliver. Voilà. Dire ce qu'il voulait entendre. D'accord. Donc ça, c'était important de rassurer, c'est de dire que tu étais vraiment en train de te constituer en tant que société. Tu t'es constituée en société ou bien tu es auto-entrepreneur en société. En société. Pourquoi en société? Alors parce que moi, je suis dans l'achat-revente. Oui. Et donc, le statut d'auto-entrepreneur, il n'est pas adapté. Voilà, pour ce type d'activité-là. D'accord, très bien. Bon, bah, vous l'avez noté. Si vous avez un projet en lien avec l'achat-revente, c'est plutôt un statut de société qui est profitable pour vous. Voilà. Et donc, du coup, tu as donc appelé ces premiers fournisseurs. Tu es sorti du parcours Créa Jeune. Ta structure a été lancée tout de suite? Non, donc je suis sortie du parcours Créa Jeune en mars 2017 et j'ai créé donc les statuts en août 2017 et ensuite j'ai démarré mon activité en décembre 2017. C'était quoi ces étapes? Alors les étapes, la première étape c'était déjà de trouver une banque pour déposer mon capital social et avoir le document qui me permettait ensuite de créer mes statuts. Donc ça, c'était la première étape, de trouver une banque, de trouver un comptable aussi juste après. Et justement, grâce à l'ADI, j'ai pu être prise au sérieux à la fois par les banques et aussi à la fois par les experts comptables qui me disaient « Alors, mademoiselle, votre bilan prévisionnel à 3 ans, votre seuil de rentabilité, etc. » Donc, ils me posaient toutes ces questions-là. Et moi, toute fière, j'avais les réponses, j'avais les chiffres. Et ils ont vu que j'avais vraiment travaillé dessus et que j'étais pas seule aussi. Même si j'allais être seule à créer la structure juridique, j'étais accompagnée. J'ai été accompagnée par l'ADI, j'ai été accompagnée par la Miel ensuite, et après par le réseau HEC aussi. Donc du coup, les structures d'accompagnement à la création d'entreprise, ça donne une crédibilité quand on est indépendant, parce qu'on se dit qu'il y a une méthodologie derrière et qu'éventuellement, il y a un accompagnement si jamais il y a quelque chose qui dévie dans la construction. Et donc tu as trouvé une banque, et après avoir trouvé cette banque, après avoir trouvé la banque, j'ai trouvé mon expert comptable, grâce à l'ADI d'ailleurs. Et ensuite... Donc du réseau en fait. Les structures d'accompagnement te permettent de te constituer un réseau plus facilement. Tout à fait. Être pris au sérieux et un réseau de professionnels. D'accord. Et après, donc une fois que j'avais créé ma structure, il fallait que je fasse une campagne de crowdfunding. Donc ça, c'était encore pour me faire connaître un petit peu plus, pour donner les premières bases en fait de mon activité. Pourquoi tu as choisi ce mode de financement-là? Alors pourquoi parce que les banques aussi, ça les rassure de savoir qu'on a fait une campagne de crowdfunding. Elles se disent, bon, si la campagne de crowdfunding aboutit, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter son produit. Des clients potentiels. Voilà, c'est qu'il y a des clients potentiels, donc qui sont plus à même d'accepter le financement. D'accord, très bien. Et donc, du coup, c'était un besoin de financement qui était de quel ordre? Alors, j'avais un objectif de 2 500 €. Pour financer quoi? Alors, pour financer l'achat des marchandises et une partie de mon site internet. Et j'ai récolté 3 610 €. Donc, au-delà de ton objectif. Voilà, Donc, ça veut dire que, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui lancent des campagnes de crowdfunding et il y a la majorité des campagnes de crowdfunding n'atteignent pas leurs objectifs. Quel conseil tu peux donner pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce qui ferait une bonne campagne de crowdfunding? Alors, ce qui fait une bonne campagne de crowdfunding, déjà, c'est sa famille et ses amis. Ça, c'est important à dire. C'est souvent dans le réseau proche qu'on a le plus de financement. Donc, et peut-être aussi de porte-parole. Alors moi, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de porte-parole. Par contre, comme j'avais déjà commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, je devais avoir 400 abonnés. Sur ma page Facebook, j'avais un peu plus de 2000 abonnés aussi. Donc j'avais déjà une première communauté. Et comme ma famille et mes amis avaient participé, avaient déjà mis, du coup, il y avait déjà un petit peu d'argent. Et le monde appelle le monde. Hein. Après, ça fait un effet domino. Et du coup, les gens que je connaissais pas, finalement, ont participé même plus que ma famille, que mes amis. Mais en tout cas, c'est vraiment indispensable d'avoir un petit peu d'argent
sur sa campagne au moment où on la lance, au moment où on fait la communication. C'est intéressant, ça veut dire que effectivement, si personne ne finance ce projet, les gens qui arrivent et qui ne te connaissent pas se disent bon, ça intéresse personne, c'est pas forcément. Tandis que s'il y a déjà de l'argent qui a été misé, on se dit ce projet a des chances d'aboutir, c'est sympa, finalement il y a plein de gens qui aiment et les investisseurs extérieurs se sentent en confiance. Ouais, ils se sentent en confiance et il faut jamais lâcher. Donc ma campagne, moi, elle a duré 1 mois. Et une semaine avant la fin, je crois qu'il me manquait 500 €. Oui. Donc j'étais en larmes. Je sens encore l'angoisse de ce moment où tu penses qu'à 500 € près, tu vas pas réussir. Je me suis dit, mais non, je vais pas y arriver, je vais devoir financer le reste moi-même, parce que si t'atteins pas ton objectif, tu perds tout finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Il faut remplir l'objectif de financement, sinon tous les donateurs sont remboursés. C'est ça. Et donc, du coup, vous, avec votre campagne, vous ne touchez rien. On perd du temps, on perd de l'argent, et puis on se décrédibilise aussi, parce que si les gens voient que ta campagne, elle n'a pas abouti, ils se disent, ah ouais, bon, personne aime son projet. Et donc, une semaine avant la fin, il me manquait 500 €. Et j'ai continué à communiquer. Comment tu as communiqué? Alors déjà, toujours de manière positive. Faut jamais réclamer de l'argent. Faut jamais dire pas de coup de pression. Voilà, aidez-moi, donnez-moi de l'argent, financez-moi. Faut jamais faire ça, parce que ça donne l'impression que tu mendies et que tu as trop besoin d'argent, même si en vrai c'est le cas. Hein. Mais ça peut être oppressant. Voilà. Ça peut être un peu oppressant. Mais il faut toujours être positif, dire voilà, aujourd'hui on a atteint 20% de l'objectif, 50% de l'objectif, il reste quelques jours, rejoignez la communauté. Enfin voilà, faut tourner un petit peu, mais jamais célébrer vraiment les petites victoires tout au long de la campagne pour pour animer la campagne en célébrant les petites victoires. Pour donner envie aux gens de faire partie de cette campagne-là, de faire partie des contributeurs, de faire partie des gens qui donnent de l'argent. De partager l'enthousiasme. Voilà, pour qu'ils se sentent valorisés, en fait, parce que les gens qui partagent et qui financent, pardon, ils se sentent valorisés parce qu'ils font une bonne action. Oui. Et ça, c'est important de leur faire ressentir qu'on est reconnaissant, qu'on les remercie beaucoup. Et ça, je le faisais tout le temps quand je communiquais. Tout le temps, c'est-à-dire tous les jours ou alors, sur un mois Pas tous les jours, mais alors au début, je le faisais tous les... Alors, je ne sais plus exactement. Je pense que je devais communiquer à peu près tous les 2-3 jours. Tous les 2-3 jours sur les 2 dernières semaines. Les 2 dernières semaines, j'étais vraiment très active. Les 2 premières semaines, c'était essentiellement ma famille, mes amis, donc je communiquais très peu. Et en plus, l'avantage, c'est que quand ton entourage finance, et ben t'attends très vite, tu te rapproches très vite de ton objectif. T'es pas à 5% dans les premières semaines, donc il y a un pic en fait. T'atteins vite la moitié de ton objectif, et puis après ça stagne. Surtout en milieu de campagne, j'avais personne qui donnait en fait. Oui. Et donc il y a un pic au début et un pic à la fin, parce que les gens ils attendent toujours la dernière minute pour faire les choses. Et donc à la fin, dans la dernière semaine, j'ai récolté plus de 1500 €. Dans la dernière semaine. Et les gens, ils venaient de Facebook, ils venaient d'Instagram Ils venaient de Facebook et d'Instagram. Les deux, voilà. D'accord. Et après, de bouche à oreille aussi, d'amis, de collègues de collègues. Donc il y a le bouche à oreille, le vrai, je veux dire le bouche à oreille old school, avec vraiment une bouche et une oreille qui écoutent. C'est ça. Donc ça fonctionne encore. Et du coup, des posts aussi sympas, qui donnent envie de partager. Peut-être ça aussi. Sympa, où je me montrais, moi, en train de sauter, en train d'être super contente parce que les gens avaient contribué. Et du coup, c'est joyeux, donc ça donne envie aux gens de continuer à être dans ce mood-là. D'accord, très bien. Donc, j'espère que vous avez pris plein de notes sur la manière de mener cette super campagne qui apparemment a cartonné. Voilà. Et donc, une fois que tu as eu ton financement, ça y est, tu commences? Alors oui, je commence. Donc j'ai eu le financement en octobre 2017 et là donc j'avais l'argent, donc qui m'a permis d'acheter mon stock. Oui. Et j'ai commencé donc à envoyer mes premières commandes et après je me suis lancée donc dans un salon. J'avais décidé de faire un salon pour me faire connaître. Donc j'ai vraiment commencé à vendre mes produits en novembre. D'accord. Et c'était pour parler aussi du lancement de mon site internet qui allait arriver en décembre. Alors, tu parles de stock. C'est une question
que je me pose, et je pense que se posent beaucoup de gens quand tu crées une boîte, une box. Tu as acheté ton stock. Qu'est-ce que tu as fait ton stock? Tu l'as stocké où? Tu as un local, parce que voilà. Et puis l'expédition, la logistique derrière, parce que on reçoit une box, mais il y a tout un travail logistique Oui. à mettre en place. Comment tu gères ça? Alors, donc au début, je le faisais de chez moi. Mhm. Je le faisais de chez moi, donc je stockais, je recevais toutes les marchandises chez moi. Donc, tu avais une pièce chez toi qui était Voilà, qui était dédiée. dédiée à ça. Et ensuite, c'est moi-même qui préparais mes commandes en fait. Tu faisais tes petits paquets Voilà, avec ouais, tes propres mains. c'est ça. Donc bon, d'ailleurs aujourd'hui je le fais encore, mais plus chez moi. Plus chez toi. D'accord. Maintenant, tu as un bureau, tu as Alors un entrepôt. voilà, j'ai un bureau et je partage un local avec une amie entrepreneuse aussi. D'accord, très bien. Parce que tu as beaucoup plus de stock. Voilà, j'ai plus de stock et du coup la pièce elle suffisait pas, et j'espère vraiment avoir un grand local d'ici 2019. D'ici 2019, ça fait partie de tes projets. Ouais, ça fait partie de mes projets, ouais. Donc du coup, tu as commencé à vendre sur Internet. Oui. C'est ça? Donc, alors j'ai commencé par vendre dans le salon. Dans le salon, d'accord. C'était quoi comme professionnel? C'était le salon Marjolaine, donc c'est le plus grand salon bio de France. Donc ça, c'était vraiment en phase avec ton positionnement. Voilà. Donc c'était très important d'émerger. C'était vraiment important pour moi, et c'était la première fois aussi que j'étais en contact physique avec ma cible, et que j'allais devoir vendre mes produits aussi, parce que moi je suis pas une commerciale dans l'âme. La vente, c'est pas forcément ce que je préfère. Je suis plus dans le conseil. Et du coup, au début, pour moi, c'était assez difficile de vendre mes produits. J'avais l'impression de me dire, mais vous l'achetez, vous êtes sûr, vous en voulez, je vous arnaque pas. Donc c'est un nouveau métier, parce qu'au final, tu savais gérer du stock et être prise au sérieux par des fournisseurs. Ouais. Mais jouer à la marchande, ça, c'était un nouveau métier pour toi. Voilà, c'était vraiment un nouveau métier. Et justement, participer à ce salon-là où tu as des milliers de visiteurs, et ben là, il fallait que je vende, il fallait que je fasse ma commerciale, que je présente mes produits, que je fasse face aux critiques aussi. Parce que quand on rencontre des gens en physique, ils te disent parfois tout ce qu'ils pensent. Et dans un salon, les gens ils se gênent pas pour montrer qu'ils sont pas intéressés, parce qu'ils sont tellement sollicités qu'ils sont très vite saoulés. Et ils te disent ah non, ça m'intéresse pas. Ah non. Enfin, voilà, du coup, il fallait répondre à ça. Et au début, c'était pas facile, mais c'est vraiment formateur. Et donc, du coup, t'as appris comment? Tu t'es fait coacher ou t'as appris sur le tas? J'ai appris sur le tas. J'ai écouté aussi, parce que c'est assez convivial quand même, les salons. Surtout si on est bien placé et qu'autour de nous on a des entrepreneurs qui jouent le jeu, on s'aide un petit peu, il n'y a pas vraiment de compétition, donc déjà eux me donnaient des conseils, des fois même ils s'amusaient à venir vendre mes produits aussi, donc ils les présentaient aux clients, comme eux ils avaient déjà plus d'expérience. C'est sympa, donc du coup tu avais une séance de coaching en live en fait, avec des vendeurs plus aguerris que toi. Ils m'ont aidé à travailler mon argumentaire, et ça m'a beaucoup aidé. Et après, j'avais des amis aussi qui sont venus m'aider, qui avaient une âme beaucoup plus commerciale que la mienne. Et du coup, j'essayais de reproduire un petit peu ce qu'ils faisaient. Et voilà, j'ai réussi à rentabiliser le salon, mais c'était pas facile. Oui, c'est bien de rentabiliser un salon, parce que c'est un coût pour. Oui, c'est vraiment très élevé, surtout quand on démarre. Et puis physiquement, c'est fatigant. On est là toute la journée, on reste debout toute la journée. On doit toujours se battre, en fait, interpeller tout le monde. Et pour moi, c'était difficile. Et donc, à cette époque, sur ce salon, tu vendais des box en abonnement? Tu étais là pour vendre des abonnements? Alors, tu vendais juste des produits? Je ne vendais pas encore les abonnements. J'étais là surtout pour faire découvrir mon concept et parler de la mise en ligne de mon site, et essayer de récolter un maximum d'adresses email. Donc j'ai fait des petits jeux concours sur le salon pour récupérer des adresses email et informer les gens qui avaient participé du lancement de mon site internet. D'accord, très bien. Mais tu vendais quand même des produits? Je vendais quand même tous mes produits. Ouais. D'accord, très bien. Et ensuite, après ce salon, effectivement, donc tu dis que tu l'as rentabilisé, ça veut dire que tu as récupéré suffisamment de contacts. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Et ensuite, donc en décembre, j'ai lancé mon site internet. Début décembre 2017, j'ai lancé mon site internet. Tu l'as créé toute seule, ton site internet? Non, je suis passée par une agence pour le créer. D'accord. Donc ça, c'était sans indiscrétion, c'était un coût, c'était... Oui, d'ailleurs, c'était ma première grosse erreur d'entrepreneur. C'est intéressant les erreurs aussi écoutées, parce que Ouais. le site internet, c'est une question qu'on pose tout le temps. Oui. Donc ça veut dire que le message n'est pas toujours enregistré, mais vas-y. Non. Oui, je suis passée par une agence qui m'a pris beaucoup d'argent et avec laquelle j'avais un abonnement aussi, un abonnement mensuel. Donc tous les mois, je payais un abonnement, que je vende ou que je vende pas, je payais un abonnement. Donc, de maintenance du site? Voilà, de maintenance du site. Bon, finalement, en fait, c'était un peu une arnaque. Je citerai pas le nom parce que je pense qu'après, je peux être c'est pas la peine, voilà, c'est pas la peine. poursuivie. C'est le principe, en fait. Voilà, donc on paye une grosse somme pour la création du site et puis après un abonnement tous les mois. Et en fait, j'étais passée par eux parce que c'était les leaders de la création de sites internet par abonnement. Mais en fait, cette entreprise-là, elle n'est pas du tout adaptée aux startups. Elle n'est pas adaptée aux gens qui démarrent. Quand on est une grosse entreprise et qu'on a beaucoup d'argent et qu'on est prêt à payer 20 000 euros pour faire son site internet, ben là, eux, ils s'adaptent parce que derrière, il y a de l'argent en jeu. Mais quand on démarre, ben, il faut vraiment être dans l'esprit startup. Donc, on commence avec des petits moyens. C'est ça. On commence petit, soit on a un contact, on trouve quelqu'un, un bon développeur pour faire son site internet, quelqu'un en qui on a confiance parce que c'est vraiment important. Moi, je fais du e-commerce, oui. donc mon site, c'est vraiment ma base. Si j'ai pas de site, je vends rien. Bah oui, c'est vraiment c'est ta boutique en fait. Voilà, c'est ma boutique. Et donc finalement, j'étais pas très satisfaite de ce qu'ils m'ont fait. Donc j'ai travaillé jusqu'en juillet avec eux, parce que comme j'étais engagée, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait que ce qu'ils m'avaient fait, c'était pas bien. C'est des amis qui sont pas web développeurs, mais dans le marketing, dans le e-marketing, qui ont analysé mon site, qui m'ont fait des remarques, qui m'ont dit bah voilà, là ça c'est pas bien ce truc-là, ça fonctionne mal, et du coup ça me faisait perdre beaucoup de ventes en fait. C'est ça, c'est le parcours du client sur le site n'était pas clair. Non, le parcours il était pas clair du tout, il devait beaucoup cliquer pour aller jusqu'à l'achat. Ils devaient renseigner 2 fois leurs informations. J'avais un taux de rebond qui était très le très taux de élevé. rebond, hein, c'est les gens qui viennent et qui sortent et qui repartent tout de suite. Donc j'étais à, je sais plus, 55%. Donc c'est énorme. Ça fait une personne sur 2 qui vient et qui repart tout de suite. Et depuis que j'ai changé, bah, mon taux de rebond il est passé à 30% par exemple. Les gens restent à peu près 4 minutes sur mon site. Donc ça veut dire qui lisent, qui se renseignent, qui cherchent. Et, il y a du contenu de qualité du coup sur ton site. Et du coup, comment tu as fait? T'es passé, parce qu'il y a des plateformes qui permettent de faire des sites tout seul. Ouais. Est-ce que tu es passé par ça ou est-ce que tu as juste changé de crèmerie, changé d'agence? Alors là, je voulais vraiment être indépendante. Être autonome. Voilà, je voulais que mon site m'appartienne. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime apprendre des choses. Et en fait, j'adorais travailler sur mon site internet, comprendre comment ça fonctionnait. Pareil, sur les réseaux sociaux, à la base, j'y connaissais rien, mais je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup testé. Et du coup, aujourd'hui, j'aime communiquer sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je fais plutôt bien, puisque j'ai quand même pas mal d'interactions, pas mal d'abonnés, donc c'est plutôt cool. Et je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne aussi à comprendre comment fonctionne mon site, comment faire pour l'optimiser, qu'est-ce que les clients recherchent exactement, comment améliorer leur parcours d'achat et leur expérience sur mon site internet. Tout ça, c'est des notions qui sont très importantes. Tu n'y connaissais rien avant. Ouais, j'y connaissais rien. Donc voilà, donc au-delà, ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'au-delà de la joliesse du site internet, des belles photos, etc., en fait, le site internet, il doit surtout servir à acheter, et il faut que ce soit simple. C'est ça. Et c'est ce qu'on appelle le parcours client, c'est ça. Et donc tout ça, tu l'as appris en travaillant d'abord un peu avec l'agence, donc ils sont peut-être appris 2-3 trucs ou pas du tout? Alors, c'est tes amis? Non, voilà, c'est mes amis qui m'ont formée. On passait des jours, des après-midi à bosser sur mon site internet. Ils
ils m'ont parlé de 3 bouquins pour, par exemple, travailler son référencement. Est-ce que tu peux les citer, ces bouquins? Est-ce qu'on pourra mettre les références? Parce que c'est intéressant de transmettre les outils. Donc, surtout en référencement, il y a Olivier Andrieux. Donc, il est appelé le pape du référencement et il a écrit 2 bouquins. Donc, c'est 2 gros bouquins sur le sujet. Tapez Olivier Andrieux sur Google, vous allez trouver. Donc, c'est réussir son référencement Google. Et l'autre, je crois que c'est les bases du référencement. Le référencement, hein, pour les gens qui débarquent totalement, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, alors le référencement, c'est ce qui va permettre d'avoir de la visibilité sur les moteurs de recherche, donc sur Google principalement, sur Bing ou sur Yahoo. Par exemple, aujourd'hui, mon objectif, c'est quand quelqu'un tape produits capillaires naturels sur Google, je veux que mon site apparaisse dans les premiers résultats. Et ça, c'est un gros travail. Avoir un site internet, en fait, ça suffit pas. Même les développeurs, ils sont pas forcément formés au référencement, donc il faut soit s'auto-former, parce qu'aujourd'hui, on peut s'auto-former en référencement. C'est un métier qui est assez nouveau, il n'y a pas de diplôme en référencement, donc on apprend sur le tas, on apprend en testant, on apprend en lisant des bouquins, en regardant ce que les professionnels font, en copiant aussi les bonnes pratiques des autres clients. Et ça, c'est un gros travail. Ça prend du temps. Et moi, j'en avais pas conscience au début. Je me suis dit, j'ai un bon produit, j'ai un joli site, les gens, ils vont acheter. Mais en fait, non, c'est pas aussi facile. En fait, tu avais une belle boutique, mais elle était située dans une impasse et personne ne savait où la trouver. Et l'idée, c'est de faire remonter l'adresse. Voilà. C'est ça. Donc, effectivement, si vous avez un site internet et que vous ne travaillez pas votre référencement, le risque, c'est que vous vous trouviez en 4e ou 5e page de Google. Voire même, ça encore, c'est pas mal pour un début, hein, être en 4e page, c'est pas mal. Mais pensez à chaque fois que vous cherchez quelque chose sur un moteur de recherche, si vous allez voir la 4e et la 5e page, vous comprendrez l'importance de se retrouver sur le haut de cette première page. Voilà. C'est ça, c'est vraiment important. Donc, il y a plein de techniques à mettre en place. Il y a le temps aussi, hein, parce que le référencement, c'est sur le long terme. On n'arrive pas en première position Google en un mois. Et donc, voilà, il y a plein de paramètres à prendre en place et à mettre en place. Et voilà, c'est un sujet qui m'a passionnée et sur lequel je travaille beaucoup aujourd'hui pour améliorer mon positionnement. Donc là, ça fait en fait un mois que j'ai la 2e version de mon site internet et que j'ai tout restructuré. D'accord. Donc là, c'est encore un métier nouveau que tu as acquis. Donc tu as appris à faire la marchande sur les salons. Là, tu as appris à faire du référencement naturel sur ton site. Donc c'est la qualité des contenus que tu mets sur ton site. Qui fait le référencement? Oui. Alors, il y a à la fois la qualité des contenus. Alors, en fait, dans le référencement, il y a surtout 3 piliers. Oui. Donc, déjà, le premier pilier, c'est d'avoir un site qui soit Google friendly. Donc, ça, j'ai bien travaillé avec... que Google aime bien. Voilà, que Google aime bien. Pourquoi Google l'aimerait bien? Pourquoi? Parce qu'il faut que la partie technique soit bien faite. En fait, Google, c'est un robot. C'est pas des gens derrière qui analysent le site et qui va dire « Ah tiens, ça c'est intéressant, je vais bien le placer ». En fait, c'est des robots qui analysent le site internet. Donc déjà, ils analysent la technique, la manière dont le site est construit, la manière dont on peut circuler de page en page. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle j'ai travaillé avec ma développeuse. Ensuite, il y a le contenu. Donc là, c'est comment structurer une page, quelles informations on doit mettre, quel champ lexical on doit utiliser pour bien mettre en avant son produit. Donc, il y a des mots-clés qu'on doit placer, il y a tout ce qui est métadescription, les balises. Qui correspondent à ce que les gens cherchent. Voilà, qui correspondent à ce que les gens cherchent. Donc ça, c'est toute la partie contenu pour résumer. Et après, le 3e pilier, en fait, c'est ce qu'on appelle le netlinking. Donc, le netlinking, ça va être tous les liens que d'autres sites font sur son propre site internet. Donc, il faut que d'autres sites, par exemple le site de l'ADI, par exemple, mettent un lien vers ma box à cheveux. Voilà, ma box ça, à cheveux. C'est du netlinking. Voilà. Il y a beaucoup de mots en ing, mais vous en trouverez beaucoup en fait sur le web. On essaye de vous les traduire pour que vous compreniez. C'est pas si compliqué que ça. C'est assez simple. C'est de l'échange de cartes de visite. Voilà, du coup, je mets ma carte de visite sur ton site, tu mets la tienne, je mets la mienne sur le tien. Et forcément, si toi, tu es super connu, et ma carte de visite, elle va te servir et tu vas en parler à beaucoup de monde autour de toi. Les gens qui
connaissent, ils vont connaître mon site internet. Donc ça, c'est important. Par contre, si tu donnes ta carte de visite à un enfant de 3 mois qui parle pas, qui communique pas, personne le connaît, et ben ton site il aura aucune visibilité. Donc ça sert à rien. Il faut bien choisir aussi. C'est mieux d'avoir un bon lien d'un site qui a une grande popularité plutôt que 10 liens vers des sites qui sont pas du tout connus. Comment tu fais pour que des sites qui ont de la popularité parlent de toi? Pourquoi le ferait-il? Bon, le site de l'ADI, nous on est super, on trouve ton concept super, on est super content de t'avoir accompagné, donc on a mis en ligne ton portrait. Et bien entendu, on a mis un lien vers ta page. Mais comment tu fais pour être partagé? C'est quoi? C'est tes produits? C'est ton histoire? Alors, qu'est-ce que tu mets comme investissement personnel pour que ce networking existe? C'est des partenariats avec des influenceuses, avec des blogueuses dans mon domaine. D'accord. Donc, des filles qui vont parler de ma box à cheveux sur leur blog. Donc, par exemple, des Instagrammeuses avec des cheveux magnifiques. Alors, pas forcément Instagrammeuses, parce que les Instagrammeuses, elles n'ont pas forcément un blog. D'accord. Voilà, il faut faire la différence entre les deux, chose que moi, je ne faisais pas avant. Et j'avais remarqué qu'il y a des filles, par exemple, qui avaient, je ne sais pas moi, 3000 abonnés sur Instagram et qui avaient un blog. Donc moi, une fille qui a 3000 abonnés, je trouve que c'est pas assez pour travailler avec elle et lui envoyer des produits gratuits pour avoir un bon retour sur investissement. Donc je calculais pas trop ce genre de personnes-là. Et en fait, en commençant à regarder les blogueuses qui parlent de produits capillaires, et ben, je me suis rendu compte que des filles qui n'avaient pas une grande popularité sur Facebook ou sur Instagram, elles avaient par contre un très bon positionnement sur Google, et c'est avec des filles comme ça en fait qu'il faut travailler pour son site internet. Et après sur Instagram ou sur Facebook, là c'est une autre stratégie. Là on va utiliser des gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui vont faire des liens directs sur son site, sur notre site, qui vont parler de nos produits, etc. Parce qu'en fait Google il prend pas en compte dans le référencement, il ne prend pas en compte les liens qui viennent des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est facile de... C'est pas ça qui fait remonter ton site sur Google. C'est pas ça. Alors, pas directement. Indirectement, ça a un impact parce que plus tu as de monde qui te connaissent via les réseaux sociaux, plus ces personnes-là, elles vont ensuite être amenées à revenir sur ton site internet. Et à cliquer sur ton site. Et soit à cliquer, ou même, comme elles te connaissent, elles vont aller sur Google et elles vont dire, bah, tiens, je vais aller sur ma box à cheveux, et elles vont plus passer par le lien d'Instagram ou de Facebook. Donc, directement, ça améliore pas ton référencement, mais indirectement, ça améliore quand même ton trafic sur ton site, et potentiellement, tu as ces personnes-là qui vont venir sur ton site de manière directe, sans passer par les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail. Grosso modo, ça t'a pris combien de temps d'avoir un site qui fonctionne et qui permet d'avoir des clients et fidèles? Alors, mon site, j'ai eu de la chance parce qu'il a fonctionné dès le début. J'ai mis mon site en ligne. C'est génial ça. Ouais. J'ai mis mon site en ligne le 6 décembre. Et c'est justement parce qu'avant, j'avais travaillé ma communauté, j'avais préparé le lancement, j'avais annoncé la date. Vous avez toute la séquence de cette communauté qu'on travaille depuis le début, depuis avant même l'existence juridique de l'entreprise. Ouais. Et donc, quand j'ai lancé mon site internet, j'ai eu mes premières commandes en fait. Quelques heures après avoir communiqué sur les réseaux sociaux l'ouverture de mon site internet. Ça veut dire que les gens étaient, comme pendant les soldes ou le Black Friday, ils attendaient devant les grilles. Sans vraiment le vouloir, en fait, j'avais créé de l'attente, créé un peu de la rareté. Et du coup, on le voulait un petit peu quand même. Oui, voilà, mais... voilà, donc en le voulant un petit peu, mais sans le travailler concrètement. D'accord. Et en fait, c'était pas vraiment une stratégie. Je me suis pas dit que j'allais créer de la rareté, créer de l'attente. Pour moi, c'était un parcours qui était un peu normal. Cohérent. Voilà, c'était plus de la cohérence. Et donc, j'ai eu des commandes dès le début. Et après, j'ai commencé à analyser en fait mon taux de conversion, donc les gens qui venaient sur mon site et qui soit qui passaient à l'achat ou justement qui ne passaient pas à l'achat, le taux de rebond. J'ai commencé à analyser, à me mettre dans ces chiffres-là, parce que du coup, c'est ce que je faisais avant, j'aimais bien analyser les chiffres et à comprendre pourquoi... Donc tu peux continuer à faire... Voilà, à comprendre pourquoi les ventes décollaient pas comme je le voulais, alors que j'avais beaucoup de visites sur mon site internet. Donc j'ai commencé à analyser tout ça. Après, j'ai discuté avec des amis qui m'ont donné plein de pistes.
Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec l'agence et de passer par une développeuse. Donc, on va dire que les 3 premiers mois, j'étais vraiment dans la partie opérationnelle où je recevais des commandes, je les préparais. J'avais pas le temps de prendre de la hauteur et d'essayer de développer mon entreprise. Donc jusqu'en mars, j'ai quasiment rien fait. Et c'est en avril où j'ai commencé à me poser des questions, à faire appel à des amis pour me développer. Et en juin donc de cette année, c'est assez récent, je me suis mise vraiment à fond dans le e-marketing. Donc j'ai suivi des formations avec Google. Google donne des formations gratuites sur le e-marketing. Notez ça c'est précieux. Et ça, c'est vraiment génial. On a des formations sur le storytelling, sur Google AdWords, sur le référencement. C'est gratuit, donc il faut vraiment en profiter, c'est génial. Après, j'ai lu des livres et voilà. Là, j'ai passé tout l'été à retravailler mon site internet. Donc là, je repars un petit peu de zéro, parce que j'ai un nouveau site. Heureusement que j'ai ma clientèle, j'ai ma base de données, mais je repars sur un nouveau site, donc un nouveau référencement à faire. Et ta clientèle, c'est qui? Parce que toi, tu as des cheveux métis. Il y a beaucoup de concepts de cosmétiques pour les cheveux afro, parce que ça n'existait pas. Donc effectivement, c'est des produits qui ont été mis à la disposition souvent par des petites entreprises qui se lançaient. Mais toi, c'est quoi ta cible? C'est les cheveux afro? C'est tous les cheveux? C'est qui? Alors, moi, je cible toutes les femmes. Donc, toutes les femmes qui ont des cheveux. Toutes les femmes qui ont des cheveux. Et qui des cheveux longs. Allô. Voilà. T'as des cheveux et t'as fait ta boxe à cheveux. Ouais, j'ai osé. Pardon. Je sors après je sors. Donc voilà, toutes les femmes qui veulent prendre soin de leurs cheveux avec des produits naturels. Voilà, d'accord. C'est vraiment ma cible. Donc... Et c'était important pour toi que ce soit une cible comme ça, arc-en-ciel ou cosmopolite, que ce soit pas uniquement des cheveux afro? Pourquoi tu as choisi Alors, oui, c'était important pour moi parce que c'est un peu bête, mais ça fait partie de mon identité. Déjà, je suis métisse. Donc, ma mère est blanche, mon père est noir. Autour de moi, je suis entourée de blancs, je suis entourée de noirs, je suis entourée de plein de monde. Et du coup, je ne me voyais pas, en fait, cibler qu'une communauté. Ça n'avait pas de sens pour toi? Non, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et déjà, dans ma propre expérience personnelle avec les produits naturels, moi-même, je ne me dirige pas vers des sites afro pour acheter mes produits. Je me dirige vers des produits qui sont naturels. Et quand on part sur des produits naturels, une huile végétale, des poudres de plantes, des beurres, en fait, c'est des produits, par exemple, qui conviennent à tous les types de cheveux. Ce qui va être différent, ça va être l'utilisation. Et ça, c'est ce que j'explique aussi aux femmes, c'est de comprendre l'utilisation des produits. Un même produit, du beurre de karité par exemple, tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a pas que les noirs qui ont la peau très, très sèche qui peuvent utiliser du beurre de karité. Non, même les blancs, même les asiatiques peuvent utiliser du beurre de karité. Après, voilà, on va l'utiliser différemment. C'est sûr qu'un cheveu raide, un cheveu européen ne va pas se coller du beurre de karité dans les cheveux, mais par contre, il peut l'utiliser, diluer avec d'autres huiles végétales, en mettre juste sur ses pointes, alors que moi, je vais en mettre sur toutes mes longueurs, je vais mettre une grosse quantité dans mes produits, etc. Et en fait, quand on a un produit qui a une bonne composition, la plus naturelle possible, et ben ce produit-là, il va s'adapter à plusieurs types de cheveux. Tu as des produits, tu peux nous montrer un petit peu, parce que quand tu parles de poudre végétale, en fait, je pense qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas... Enfin, c'est nébuleux. C'est nébuleux. Voilà. Alors là, j'ai ce produit-là, bon, on le voit pas, mais en fait, c'est de la poudre... Braise aînée. Alors, voilà. C'est quoi? C'est du aîné, donc ça a l'air plutôt oriental. Et braise, ça a l'air plutôt breton. Bah, c'est ça. En fait, la marque Braisenet, donc c'est une marque bretonne qui travaille uniquement avec des poudres de plantes, des poudres de plantes, du henné. Donc, ils vendent que ça, en fait. Ils te vendent plein de henné différents, de provenances différentes, plein de poudres de plantes différentes. Et là, celle-ci, c'est de la poudre d'aloe vera. Et la poudre d'aloe vera, en soi, tout le monde peut l'utiliser. C'est un produit qui convient à la fois à la peau, donc on peut se faire des masques avec, et on peut l'utiliser aussi dans les cheveux. Par exemple, si on a un cheveu crépus, cette poudre-là, on va la mélanger à de l'eau minérale et on va rajouter des huiles végétales pour avoir un corps gras et éviter d'avoir le cheveu sec. Si on a un cheveu européen, on va juste mélanger la poudre avec de l'eau minérale ou avec de l'eau florale. Et se faire un masque. Voilà, et se faire un masque. Donc, ça demande une petite pédagogie quand même, les produits que tu proposes. Et donc, cette pédagogie, elle existe sur ton site internet? Alors, elle existe sur mon site internet et pour les box, j'envoie un livret conseil. Donc, c'est un livret conseil qui fait entre 15 et 20 pages
où il y a un descriptif complet des produits et des conseils qui sont adaptés aux différents types de cheveux. Donc dans le livret conseil, je vais dire, voilà, si vous avez le cheveu mixte, donc les racines plutôt grasses et les pointes plutôt sèches, le produit, vous allez l'utiliser comme ça. Dans le livret conseil pour les cheveux secs, donc plutôt frisés, crépus. Là, je donne d'autres conseils. Et pareil pour après tous les produits que j'ai. Et si ce n'est pas des produits qui sont dans la box, il y a les conseils d'utilisation sur le site internet. D'accord, donc là aussi tu t'es formée parce que ça n'a rien à voir avec les analyses logistiques que tu faisais dans ton entreprise. C'est ça. Donc c'est un métier en plus. Donc tu as à peu près quoi, 5 métiers auxquels tu t'es formée depuis 1 an, c'est ça? Ouais, depuis 1 an et demi. Depuis un an et demi. J'ai suivi une formation en cosmétique naturelle. D'accord. Tu peux je pense qu'il y a plein de personnes qui s'intéressent aux cosmétiques et pour qui ça peut être une reconversion. C'est quoi comme formation? Donc c'est une formation qui est faite avec une dame qui s'appelle la cosméteuse. Donc je ne sais plus exactement ce qu'elle a comme titre, mais elle est prof. Elle a travaillé dans des grands laboratoires, dans le développement de produits, dans la création de produits. Elle donne des cours aussi à la fac, je crois, et en BTS, donc depuis plusieurs années, et elle a formé beaucoup de personnes en France, donc des filles qui ont voulu créer leur gamme de cosmétiques. Et elle s'appelle La Cosméteuse. Vous tapez La Cosméteuse sur Google. Donc Et tu t'es formée pendant combien de temps? Ça a pris combien de temps? Alors, c'est des formations. En fait, c'est plusieurs modules dont on choisit. Et moi, au total, ça a duré une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Donc, il y avait une partie sur la biologie de la peau, comprendre comment la peau est faite, quels sont les différents types de peau, quels sont les différents types de cuir chevelu. Donc, ça, c'était pour la biologie de la peau. J'ai eu la biologie des cheveux aussi. Donc, pareil, pour comprendre le fonctionnement des cheveux, les types de cheveux, les besoins des cheveux aussi, et comment on peut avoir une bonne routine capillaire en fonction de son type de cheveux. Et après, il y avait la partie formulation de cosmétiques. Donc là, c'était plus pour moi, pour comprendre, quand j'ai un produit fini, comprendre pourquoi la marque elle a utilisé tel ingrédient et dans quelle proportion. Et pour me dire, okay, si ce produit-là, il est situé dans tel pourcentage, c'est que c'est intéressant, ou alors c'est pas intéressant. Donc toi, ça te permet de savoir, d'évaluer la qualité des produits que tu vas choisir et sélectionner dans ta box et les produits que tu vas présenter. Mais finalement, tu as décidé de ne pas formuler ta propre marque. Tu choisis les produits qui existent déjà. Oui, parce que formuler sa propre marque en France, c'est très complexe et ça prend du temps surtout. Qu'est-ce qui est complexe? Peut-être que ça peut intéresser. Alors, pourquoi choisir de faire de la revente comme tu le fais, plutôt que de fabriquer tes produits? C'est peut-être aussi un autre quotidien. Oui, c'est clairement un autre quotidien, un autre métier. Donc pour fabriquer sa gamme de produits, donc déjà ça demande beaucoup d'argent parce que on peut pas fabriquer ses cosmétiques dans sa cuisine. On est obligé de passer par un laboratoire ou d'avoir un lieu dédié à ça. Donc si c'est chez soi par exemple, il faut dédier une pièce, la faire aux normes d'hygiène, etc. Donc faire des travaux dans la pièce. Il faut aussi faire appel à des toxicologues, à des biologistes pour valider la formulation des produits. Et si on passe par un laboratoire, eux, ils exigent des minimums de quantité. D'accord. Donc, si on veut commencer petit et fabriquer, je ne sais pas, 100 shampoings, par exemple, en fait, c'est pas possible. Le laboratoire, il va pas te fabriquer 100 shampoings. Il va te dire, OK, moi, je veux pas travailler avec vous, mais il faut m'en commander 5000. Donc, c'est un gros investissement. Donc, c'est un gros démarrage sans avoir encore véritablement de clientèle. Exactement. Et qui prend beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il y a des tests à faire. Et ces tests-là, c'est sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Donc, il faut compter minimum 1 an, voire 1 an et demi pour avoir son produit fini à la fin. D'accord. Alors qu'en fait, il y a des gens qui ont déjà fait ce parcours. Qui ont déjà fait ce parcours-là, qui ont besoin de se faire connaître aussi. Parce qu'il y a beaucoup de marques en France. Au début, je pensais pas me spécialiser dans le Made in France. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de marques. Et donc déjà, c'est un peu plus facile de s'approvisionner en France que. Donc, Made in France, naturel, c'est beaucoup de choses que revendiquent beaucoup les grandes entreprises. Et je trouve ça important de montrer aussi qu'il y a des petites entreprises qui s'approprient ces grands enjeux. C'est ça. Voilà. Et c'était vraiment important pour moi de
de mettre en avant la cosmétique naturelle française, parce que en général, les marques de cosmétiques naturels, c'est des gens un petit peu comme moi qui ont eu envie de se lancer dedans, de faire les choses différemment, d'être un peu plus éthique, de proposer une cosmétique plus saine et plus éthique. Et du coup, ils sont dans la formulation des produits, mais pas dans la partie distribution. Donc pour eux, c'est un petit peu plus compliqué de se faire connaître. Ils ont un bon produit, mais voilà, ils savent pas trop comment se faire connaître, ils maîtrisent pas forcément les réseaux sociaux, leur site internet il n'est pas très optimisé. Et moi, c'est mon travail de faire connaître ces marques-là, de les faire émerger via mon site internet. Et c'est tous ces métiers-là que tu as donc développés en pensant dans ton parcours entrepreneurial en tout cas. Avec l'aide de stagiaires, d'amis aussi. J'ai pas tout fait toute seule. T'es pas toute seule? Non, j'étais pas toute seule. Alors là, cet été, surtout au mois d'août, oui, j'étais toute seule parce que voilà, l'activité, elle est assez en pause et j'avais besoin de vacances aussi. Mais sinon, j'étais accompagnée par des stagiaires. Donc, j'ai fait un partenariat aussi avec une école de communication qui s'appelle l'ISCOM. Donc, j'ai travaillé C'est une bonne idée de penser à ça quand on se développe avant. C'est ton école? Non, pardon, parce qu'on a une équipe derrière ce Facebook Live et donc du coup on a aussi une stagiaire au taquet et donc voilà. Mais effectivement c'est une bonne idée de penser à des stagiaires avant l'embauche parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire au début. Oui, au début, surtout quand on ne vend pas, c'est compliqué. Donc, il faut d'abord vendre pour pouvoir embaucher derrière. Et le partenariat que j'ai fait avec cette école, en fait, à l'école ISCOM, ils ont des micro-agences. Donc, en fait, c'est des étudiants qui se regroupent dans des micro-agences et qui proposent leurs services à des entrepreneurs. Donc, tu deviens un vrai cas pratique au lieu de les faire travailler sur des cas pratiques. C'est ça. Fictifs. Exactement. Donc, c'est des groupes de 4 à 5 étudiants qui travaillent avec toi sur 6 mois. Donc, eux, c'était pas des stagiaires. Donc, ils faisaient ça en plus de leurs cours, en plus de leur temps de travail. Et à la fin, ils sont notés sur le travail qu'ils ont fourni dans l'entreprise. Donc, j'ai eu 2 accompagnements de 5-6 mois à peu près avec cette école. Donc ça, c'est précieux. Ouais, donc là, je pense que vous avez énormément de conseils ultra pratiques. Merci beaucoup avec plaisir d'avoir partagé. C'est étape par étape. On a vraiment décortiqué ton parcours. Ouais. Donc merci beaucoup pour la générosité parce que je pense qu'on n'a pas souvent l'occasion de rentrer dans les détails du quotidien et de la salle des machines en fait d'une entreprise où là, on voit toutes les compétences que tu as dû développer. En tout cas, il y a plein de retours positifs. Merci Boubacar qui dit qu'il aime bien ta page. Voilà, Jane qui te dit bravo, Marie aussi, merci beaucoup. Lilichou qui te dit c'est un sujet super intéressant. Donc merci, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à poser, à les mettre en commentaire. Donc voilà, Odile répondra après, effectivement, s'il y a des questions directement qui lui sont adressées. N'hésitez pas à aller sur sa page Facebook, on a mis le lien sur l'introduction du live, mais c'est Ma Box à cheveux. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à tester ces produits puisque c'est pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. J'étais ravie de partager avec toi ce nouvel épisode. Merci à toi, Christelle. De Dans la peau d'un entrepreneur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte, une nouvelle activité et de nouveaux conseils ultra concrets. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah.